Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble toute l'actualité autour de Starship et Super Heavy. Et à la une, les prototypes S26 et S27 n'auront pas de bouclier thermique ni d'aileron, tandis que le Starship a enfin trouvé un client. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts ou prêtes, c'est parti. Pour commencer, les prototypes S24 et B7 sont restés plutôt calmes, tandis que le Booster 7 a été équipé de ses moteurs centraux. Il a été transporté très vite le 23 août sur le site d'essai pour passer une nouvelle batterie de test avec son camarade S24. À son arrivée, les chopsticks l'ont porté pour le placer sur le pad orbital. Néanmoins, selon les décrets de fermeture de la route principale, la campagne d'essai pourrait reprendre aujourd'hui, c'est-à-dire le 24 août, à partir de 16 h heure de Paris, tandis qu'une autre fermeture potentielle est attendue pour le lendemain. Par ailleurs, sur le site de lancement, la semaine dernière, des actionneurs ont été livrés puis installés sur le bras de la tour du pad orbital A. Alors l'ajout de ces gadgets en tout genre est de plus en plus intensive sur cette partie de Mechadzilla. Ainsi comme sur l'épisode de la semaine dernière, plusieurs facteurs semblent se corréler, nous indiquant une concrétisation d'une récupération du Booster 7 lors du vol. Entre un document à la FCC et les dernières activités sur le pas de tir, on peut se poser quelques questions, même si rien n'est officiel pour le moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de multiples travaux sont en cours sur le site autour d'intégration de pompes électriques à ergol et globalement de la plomberie sur ce site de lancement. Alors c'est une activité qui est bien évidemment normale, vu que le PDG de SpaceX, Elon Musk, vise un lancement orbital avant 2023. En prenant la route pour rejoindre le site de production, tout d'abord, la Star Factory de Boca Chica a subi quelques aménagements importants la semaine dernière. En effet, en pleine transition, les employés de Starbase ont transféré un support qui est utilisé pour la fabrication en partie des dômes de poussée et communs des Starships, et selon la vidéo tour de 2021 réalisée par Everyday Astronaut, cet élément était présent dans la tente numéro 2. Ainsi, cette transition des tentes au bâtiment est en cours et toutes ces infrastructures toutes neuves permettront aux employés de travailler dans un environnement de travail beaucoup plus organisé et propre, entre autres. Pour faire un petit point sur la partie fabrication, premièrement, le dôme supérieur de B10, donc le prototype de Super Heavy, a été recouvert par une section. Ainsi, le proto a enfin sa section supérieure de prête. À quelques pas au niveau des tentes de fabrication des Noscon, les équipes de SpaceX sont en train de retirer les tubes thermiques de S26 et de S27. Mais alors pourquoi? Selon des sources du média NASA Spaceflight, S26 et S27 n'auront pas de bouclier thermique ni d'aileron. En effet, SpaceX ne serait pas dans une optique de récupérer ces deux vaisseaux, mais de les utiliser en mode jetable pour déployer plusieurs flottes de Starlink V2. Ainsi, les deux lancements de ces deux prototypes seront des missions Starlink, sauf que les ships seront presque à poil. Alors normalement, le retrait des ailerons ne devrait pas poser de problème, vu qu'ils sont seulement utilisés pour les manœuvres d'atterrissage. Par ailleurs, l'absence de ces composants majeurs permettra de faire quelques économies financières de temps et matériel, tout en réduisant la masse à vide. Par conséquent, avec une masse à vide du véhicule beaucoup plus faible, SpaceX pourra charger plus de Starlink V2, ce qui réduira drastiquement le coût de lancement par Starlink, tout en groupant les coûts entre le projet Starship et le projet Starlink. Néanmoins, si vous trouvez cette idée plutôt farfelue ou idiote, j'ai réalisé il y a quelques semaines une vidéo sur ce problème, et je parlais notamment des frais sur les deux projets et que SpaceX devait faire quelque chose pour éviter que Starlink et Starship l'envoient directement au cimetière. Alors dans cette vidéo, j'ai proposé plusieurs options, mais apparemment, SpaceX a trouvé une option beaucoup plus radicale et aujourd'hui ça me surprend pas mal. Pendant ce temps, sur le site de McGregor au Texas, dans la nuit du 17 au 18 août, le moteur Raptor 2 SN37 a passé une séquence d'allumage tandis qu'un autre Raptor inconnu a passé un test sur le banc d'essai horizontal. De plus, le booster B10-77 de la Falcon 9 de la mission Crew 5 a été remis à l'horizontale pour la préparer pour sa livraison à Cap Canaveral, vu que son lancement approche à grands pas, qui lui est prévu pour le mois d'octobre. Pour terminer, premièrement, la NASA a annoncé le plan pour Artemis 3. Tout d'abord, voici les 13 sites d'atterrissage potentiels pour la mission, et le plan sera de placer Orion et son équipage en orbite lunaire via SLS. Ensuite, le vaisseau Orion viendra s'amarrer au Starship. Et sur Artemis 3, deux équipes vont se relayer pour une escale de 6 jours et demi par équipage sur la Lune. Pour se rendre à la surface de la Lune, chaque équipage emploiera le vaisseau de SpaceX, donc le Starship HLS, qui sera une navette entre Orion et la surface de la Lune. Ainsi, dès qu'un équipage devra rentrer sur Orion, il empruntera le Starship qui viendra s'amarrer à Orion et le relais s'effectuera. Par conséquent, à la fin de la mission, Orion se séparera du HLS pour rejoindre la Terre et le segment habité sera largué pour que son amérissage se fasse en pleine mer. Puis pendant ce temps, le Starship HLS restera en orbite pour une durée indéterminée. Sur le point de vue de la pratique,
Juste après Artemis 3, c'est-à-dire mi-2024, SpaceX devra effectuer un vol d'essai de son Starship HLS. Par ailleurs, pour atteindre la Lune, un Starship Depot sera lancé au préalable et son segment supérieur jouera le rôle d'une citerne qui permettra au HLS de venir se ravitailler en ergol pour par la suite rejoindre la Lune. A noter que l'on parle d'un lancement d'une dizaine de Starships pour remplir cette station-service entre guillemets qui elle sera située en orbite terrestre. De plus, selon les dernières conférences de la NASA au centre d'essai Marshall en Alabama, les essais et la conception autour de l'ascenseur du vaisseau avancent, tandis que les astronautes du programme Artemis ont débuté de petits entraînements via la réalité virtuelle et dans des maquettes pour apporter leurs avis sur le vaisseau. Deuxièmement, le 18 août, le groupe japonais Sky Perfect GSAT a signé un contrat avec SpaceX pour le lancement du satellite de télécommunication Superbird 9 sur une orbite de transfert géostationnaire via Starship Super Heavy en 2024. Normalement, si nous suivons la logique, vu que Boca Chica est un site de recherche et de développement, cette mission sera tirée depuis le pad LC-39A à Cap Canaveral en Floride. Néanmoins, le satellite devrait peser moins de 3 tonnes et le lanceur Falcon 9 de SpaceX, qui est déjà actif, est largement capable d'accomplir cette mission. En ayant conscience de ce fait, je pense que des accords commerciaux ont été conclus entre les deux entreprises, ce qui permet à SpaceX d'avoir un client externe pour prouver aux autres entreprises la fiabilité du lanceur. Car comme on dit, le monde attire le monde. En tout cas, on imagine bien qu'une grosse réduction a été appliquée pour récompenser la confiance de l'entreprise japonaise, tandis que cette mission sera un bon coup de com' pour ce groupe qui domine le marché asiatique dans un secteur ultra concurrentiel. Donc en soi, les deux parties sont gagnantes, sauf si, bien sûr, le satellite est perdu et que le lancement est un échec. Sur un autre point, cette mission est certainement une nouvelle étape de transition de SpaceX pour transférer ses activités commerciales de Falcon 9 à Starship, mais bien sûr, tant que l'industrialisation ne sera pas effective à 100% et que les coûts de lancement fixés ne seront pas atteints, eh bien la transition risque d'être beaucoup plus tardive et au-delà de l'année 2024. Alors bien sûr, je ne dis pas que cela sera impossible, mais en tout cas, cette mission est la première brique pour commencer cette transition qui se fera au cours des années sur le long terme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais avant de vous laisser, je tenais à remercier Emmanuel B pour ses multiples dons au cours de ces dernières semaines via la fonctionnalité Super Thanks. Alors ce soutien financier me permettra d'investir dans de nouvelles expériences que je souhaite vous proposer d'ici les prochains mois, alors encore un grand merci à Emmanuel. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.